Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder cette nouvelle édition du JT 4nat, une édition dédiée aux conséquences de la sécheresse géotechnique et aux moyens de prévention qui peuvent être mis en place face à ce péril complexe qui touche chaque année plusieurs habitations situées sur des terrains ou en sous-sol argileux. D'ici quelques minutes, en plateau, j'aurai le plaisir de recevoir 4 spécialistes de la question. Franck Béchade, expert construction chez AFB Expertise, Sébastien Burlon, directeur d'études chez Terrasol, Nicolas Baudusseau, directeur des fonds publics et de la prévention chez CCR, et enfin Alassane Ba, responsable actuariat, inventaire et réassurance IARD, à la direction technique de la Banque Postale. Avant de les rejoindre, je vous propose de faire un point sur l'évolution du coût des sinistres de ce phénomène, appelé retrait-gonflement des argiles et qui fissure chaque année de nombreuses maisons. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné de Georges Farah, qui est le responsable du département Data Science et Actuariat chez CCR. Bonjour Georges. Bonjour Thierry. Merci d'être là avec nous. Un premier chiffre, Georges, qui va apparaître sur l'écran. Le coût 2022 de la sécheresse, presque 3 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Effectivement, Thierry, la sécheresse 2022 est un événement de très grande ampleur. CCR a estimé le coût des sinistres au 31/12/2022 à 2,9 milliards d'euros. À l'heure où je vous parle, le coût de cet événement, il dépasse les 3 milliards d'euros, ce qui fait et de loin l'événement le plus coûteux pour le régime des catastrophes naturelles. Georges, un deuxième tableau, cette fois-ci sur l'évolution du coût de la sécheresse. On voit que les années 2003 et 2018 ont été assez importantes. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire là aussi? Effectivement, Thierry, en regardant ce graphique, on voit bien les 3 sécheresses les plus marquantes qui sont 2022, 2003 et 2018. Une première comparaison d'un point de vue météo, en 2022, il y avait un déficit de précipitations, il y avait un été très chaud. C'est le deuxième été le plus chaud d'après Météo France après l'année 2003. 2018, c'était une année où il a plu pas mal au printemps. La sécheresse et le déficit de précipitations, c'est arrivé en été et à l'automne. Quant à 2003, tout le monde connaît l'été caniculaire que la France a connu. Donc d'un point de vue de météo, voilà la différence. Si l'on regarde le nombre de communes reconnues, il faut avoir en tête un chiffre, c'est qu'en France, en moyenne, il y a 1600 communes reconnues, en tout cas en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse, RGA. En 2003, au lieu des 1600 en moyenne, on était à 4400 communes. En 2018, environ 4000 communes. Et en 2022, à ce jour, on dépasse de loin les 4000 communes. Dernière chose que l'on peut voir sur ce graphique, c'est que si l'on s'intéresse aux 5 sécheresses les plus coûteuses pour le régime 4nat, 4 de ces 5 sécheresses ont lieu les 6 dernières années. La sécheresse, c'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Georges, maintenant sur le coût moyen de la sécheresse, on observe que ce coût moyen, là aussi, augmente ces dernières années. Quel est votre commentaire sur le sujet? Ce graphique il est intéressant parce qu'avant 2016, on était environ à 300 millions d'euros à peu près en coût moyen. On voit bien qu'à partir de 2017, le coût augmente. On a une toute petite baisse en 2021. Elle est due à l'accalmie que la France a connue pour ce phénomène en 2021. Et on voit qu'en 2022, le coût moyen il repart à la hausse. C'est tout simplement dû au fait que la sécheresse 2022 est exceptionnelle. Donc, on a un coût moyen qui augmente et si on compare ce que l'on observe aujourd'hui en 2022 par rapport au niveau que l'on avait en 2016, on a environ un facteur 5. Donc voilà, la sécheresse, elle a fortement augmenté. Georges, cette fois-ci, sur la part de la sécheresse dans la sinistralité globale, comment est-ce que celle-ci a évolué ces dernières années? Donc en fait, on vient de voir que le coût moyen de la sécheresse augmente fortement. En même temps, le coût des inondations et des autres périls n'a pas augmenté. Donc il est complètement logique que la part de la sécheresse augmente avec le temps. Ce graphique nous montre qu'en 2022, 70% de la sinistralité 4nat, elle est due à la sécheresse, contre environ 30% avant 2016. Georges, ce dernier chiffre sur le nombre de logements exposés, selon le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, plus de 10 millions de maisons sont aujourd'hui situées dans des zones risquées, moyennes ou fortes. C'est un chiffre assez important. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aussi? Effectivement, Thierry, comme on vient de le voir, la sécheresse, c'est le péril le plus coûteux de nos jours, qui prend en tout cas une part très importante. Le coût moyen, il est très fort. Si en plus on dit qu'il y a plus de la moitié des maisons en France sont exposées à ce péril, donc la situation, elle est alarmante. En tout cas, c'est bien d'indemniser, mais indemniser ne règle pas le problème. Il faut agir à la source et c'est là où la prévention elle va être importante pour essayer de limiter au maximum les impacts de ce phénomène. Merci beaucoup, Georges. On voit que la sécheresse est un phénomène qui grandit et on va pouvoir en discuter d'ici quelques minutes en plateau avec mes 4 invités.
Nous sommes de retour sur le plateau du JT4 Nat pour cette édition dédiée à la sécheresse géotechnique et avec nos experts que je vais vous présenter d'ici quelques minutes, nous allons tenter de connaître les moyens de prévention pour tenter de limiter ce risque. Avec moi, à distance, nous avons déjà Franck Béchade, expert construction chez AFB Expertise que nous retrouverons d'ici quelques minutes. À mes côtés, Sébastien Burlon, directeur d'études chez Terrasol. À ses côtés, Nicolas Baudusseau, directeur des fonds publics et de la prévention chez CCR. Et enfin, Alassane Ba, responsable actuariat, inventaire et réassurance IARD à la direction technique de la Banque Postale. Merci messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. On va commencer par Franck Béchade qui est à distance. Monsieur Béchade, vous nous entendez? Quel rôle, pour commencer, peuvent jouer les experts dans la prévention des risques liés au retrait-gonflement d'argile? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des approches techniques et de la transmission de savoir par exemple? L'idée simple, c'est de chercher, de trouver des solutions de bon sens, simples et peu coûteuses pour stabiliser à vie les constructions assises en terrain argileux et puis quelque part sauvegarder la solidarité nationale sécheresse parce que le régime est bas de l'aile un petit peu du point de vue financier. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur l'information aux assurés, l'expert se doit d'avoir une action pédagogique auprès des sinistrés pour montrer, démontrer, expliquer notre démarche graduelle et pour valider avec eux l'efficacité des solutions horizontales pour stabiliser à vie les constructions sinistrées. Concernant la transmission de savoir, il y a quelque part deux volets pour diffuser notre retour d'expérience sinistre sécheresse. Le premier auprès des préventeurs, que sont l'État, la CCR, les assureurs, les organismes de prévention, et enfin les propriétaires des 10 millions de maisons à risque. Parce qu'on a un stock de 10 millions de maisons dont il faut s'occuper. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est au niveau de la formation des experts et des géotechniciens. Il faut absolument qu'on change de paradigme, aussi bien dans la méthode d'expertise des sinistres, comme dans la partie expertise géotechnique. Monsieur Béchade, face à la montée en puissance du risque sécheresse cette fois-ci, quels sont les moyens simples pour réduire ces conséquences? Avant de parler des moyens, l'idée, c'est un principe unique. Le principe unique, c'est de supprimer toute variation de teneur en eau des argiles d'assises sous les semelles de fondation. On est sur quelque chose de superficiel, donc on va trouver avec les 5 moyens que je vais décliner, les 5 dispositions constructives simples pour stabiliser ces argiles à vie. La première des dispositions constructives, c'est des réseaux parfaitement étanches, aussi bien les réseaux d'eau usée, mais aussi et surtout les réseaux d'eau pluviale dont on voit souvent en expertise des fuites assez importantes. La deuxième disposition constructive, c'est sur les terrains en pente, la mise en place d'un drainage déporté, je dis bien un drainage déporté et pas un drain de pied, pour capter les eaux de ruissellement et éviter que la construction ne fasse barrage aux circulations d'eau. La troisième disposition constructive, c'est l'éloignement de la végétation, la coupe des arbres quand ils sont trop proches, quand on peut les couper et qu'ils appartiennent aux propriétaires, car la succion va se développer sous les constructions et sous les fondations. La troisième disposition constructive, c'est l'éloignement de la végétation, soit la coupe des arbres trop proches, soit la mise en œuvre d'un écran anti-racine. Tout ça pour supprimer la succion de la végétation qui va avoir tendance à venir chercher l'eau sous les constructions. Ça, c'est la troisième disposition. La quatrième disposition dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'imperméabilisation périmétrique sur une largeur de 1 mètre à 1,50 m par une membrane d'imperméabilisation ou un trottoir. Et ça pour stabiliser, pour mettre sous cloche, on va dire, les fondations et les argiles qui sont en dessous. Et la dernière disposition constructive, la cinquième, c'est l'interdiction formelle dans le référentiel, la suppression de tous les matériaux perméables au voisinage des semelles de fondation. Alors je parle des déchets de chantier que les maçons ont tendance à mettre devant les portes d'entrée et les portes de garage, mais aussi la pose des réseaux sur sable. Quand je parle d'éloigner les réseaux, c'est pour cette raison-là. Et donc, avec ces 5 dispositions constructives et ce principe, vous arrivez à stabiliser complètement les argiles sous les fondations. Merci beaucoup, Monsieur Béchade. Je me tourne vers vous maintenant. Sébastien, je vais commencer par vous.
La hausse de la sécheresse a-t-elle une incidence plus large que les traditionnelles zones argileuses qu'on a l'habitude de connaître? Concernant, on va dire, l'évolution du changement climatique, avec l'augmentation du nombre de sécheresses en France, effectivement, enfin, on peut s'attendre de manière assez certaine à ce qu'on ait une extension spatiale des zones qui vont être concernées par la sécheresse. Donc, c'est-à-dire que certains sols qui, jusqu'à présent, subissaient, on va dire, des variations hydriques ou des variations de teneur en eau extrêmement faibles, enfin, n'étaient pas soumis, enfin, ou ne provoquaient pas des désordres. Et on va dire d'ici quelques années, enfin, il est clair que ces sols vont commencer à faire subir des désordres sur les maisons sur lesquelles, enfin, qu'ils supportent, on va dire. Et l'autre point qui est important, c'est qu'effectivement les sécheresses, on va dire, sont de plus en plus intenses, et donc les zones qui sont potentiellement déjà concernées, donc le bassin parisien, la région des Flandres, dans le nord de la France, ou tout le bassin aquitain, enfin, sur ces zones-là, on va avoir des désordres qui vont augmenter en fréquence encore, avec des désordres et des sinistres qui vont augmenter en intensité et donc avec des coûts qui probablement augmenteront. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui de nouvelles techniques pour essayer de prévenir ces phénomènes de sécheresse ou en tout cas leurs conséquences? On connaît les micropieux, mais peut-être qu'il y en a des nouvelles. Quel est votre point de vue? Sur le traitement des désordres qui est lié au retrait-gonflement, enfin, on va dire que la France a déjà initié énormément de projets de recherche sur ce thème-là, et donc on a à notre disposition d'ores et déjà, enfin, tout un arsenal de techniques, de procédures qui permettent tant d'agir sur les causes que d'agir sur les conséquences du retrait-gonflement. Il se trouve actuellement qu'on agit énormément sur les conséquences, notamment via les techniques de micropieux, qui ne sont pas toujours déployées, on va dire, comme elles se devraient, c'est-à-dire qu'on ne vérifie pas que la maison est apte à résister aux efforts que les micropieux vont induire. Et donc, enfin, une des idées par rapport à l'amélioration des techniques, telles que vous avez posé la question, en fait, ce serait de privilégier, on va dire, le traitement des causes avec des mesures, enfin, dites horizontales qui s'avèrent plus douces et potentiellement moins coûteuses. Et en ce qui concerne peut-être d'autres choses, on va dire, qui relèveraient encore du champ de la R&D, effectivement, il y a d'autres méthodes potentielles qui pourraient être intéressantes, mais qui restent néanmoins, on va dire, à tester, à valider, à déployer industriellement. Donc on peut penser à la technique du CEREMA avec de l'infiltration d'eau sous les maisons, même si ça ressemble déjà beaucoup aux solutions, on va dire, horizontales. Enfin, on pourrait qualifier les unes, à savoir les horizontales de passives et celles du CEREMA, on va dire, d'actives. Et ensuite, on a, on va dire, toutes les méthodes, on va dire, qui sont basées sur des injections de coulis diverses et variées, qu'il faut encore asseoir l'efficacité. Et donc avec ces 4 types de méthodes, micropieux, coulis et solution horizontale au sens large, plus la solution du CEREMA, enfin, effectivement, si on arrive à mieux les diffuser à travers la profession, on pourrait avoir des résultats intéressants pour résoudre, on va dire, ce problème qu'est le retrait-gonflement. Très bien, merci pour cet éclairage. Nicolas, je passe à vous. Devant l'évolution du risque sécheresse, on l'a vu quelques minutes plus tôt avec Georges Farah, comment la CCR peut agir en termes de prévention? Quel est son rôle? La CCR a reçu, lors de la réforme CatNat de 2021, de fin 2021, une nouvelle mission qui est de venir en appui notamment des services de l'État pour aider à structurer, évaluer, prioriser des politiques de prévention. Plus généralement, la CCR vient en appui des collectivités locales, mais aussi des assureurs pour développer ce type de démarche. Vis-à-vis de la sécheresse, la situation, elle est un peu particulière parce que la politique publique de prévention ne s'est développée que tardivement, avec d'abord des plans de prévention des risques sécheresse, mais pas sur la totalité du territoire, pas sur la totalité des zones exposées. Et puis, plus récemment, avec la loi Elan qui vient faire en sorte d'éviter que de nouvelles constructions dans des zones à risque soient inadaptées de par leur système constructif. C'est une nouveauté, c'est relativement nouveau, et puis ça va surtout concerner que les constructions neuves, donc les futures constructions qui ne sont pas encore sur le territoire. Mais donc il y a tout le stock aujourd'hui de bâtiments, de maisons individuelles en particulier, qui ont été construits dans les années 70, 80, 90, qui n'ont pas fait l'objet d'adaptations particulières et qu'il faut pouvoir traiter, et pour lequel aujourd'hui il n'y a pas de dispositif public, ni incitatif, ni contraignant. Et c'est un sujet sur lequel on travaille, évidemment. On essaye de travailler avec les pouvoirs publics pour essayer de faire évoluer cette situation-là. Et par ailleurs, il nous semblait que jusque-là, il y avait un verrou technique qui était présent, où il y a encore 2 ans, on nous expliquait que, eh bien, en dehors des micropieux, il n'y avait pas de salut, et que donc équiper toutes les maisons, les 10 millions de maisons dans les zones argileuses avec des micropieux, c'était forcément trop coûteux et ça ne valait pas le coup de faire de la prévention. C'est la raison pour laquelle on a mandaté Franck Béchade et Sébastien Burland de Terrasol pour réaliser une étude qui permette de venir objectiver tout ça. Et on a été assez surpris, pour être honnête, des résultats qui montrent que
les solutions qui gèrent les causes de la sécheresse, donc les solutions horizontales dont parlait Sébastien Burlon à l'instant, sont extrêmement efficaces, sont moins invasives, moins coûteuses et peuvent être mises en place plus rapidement que les actuels micropieux qui reste la solution quand même majoritairement utilisée dans les gros sinistres. Très bien. De quelle visibilité dispose finalement la Caisse centrale de réassurance face aux futurs sinistres liés à la sécheresse? Alors il y a deux types de visibilité, je dirais à deux termes. Il y a une visibilité à court terme qui s'assoit sur la sinistralité récente, qui s'est considérablement accrue avec une sécheresse 2022 qui va frôler ou voire dépasser les 3 milliards d'euros, donc événement le plus coûteux de toute l'histoire du régime CatNat. C'est pas évidemment sans nous poser de questions. Ça met en tension le régime CatNat, ça le déstabilise et à plus long terme, on sait qu'il y a une dérive climatique qui va accroître évidemment ce déséquilibre qui commence à se manifester. Et donc par rapport à ça, il nous semble qu'il n'y a pas 50 façons de le traiter. À court terme, et je pense qu'il faut être assez clair dessus, à très court terme, la prévention ne fera pas son œuvre. Parce qu'il faut du temps. La prévention, c'est du long terme. Il va falloir du temps pour que les choses se mettent en place. Et donc, à court terme, il nous faut une augmentation des ressources du régime. Mais à long terme, si on veut que cette augmentation des ressources du régime ne revienne pas tous les 5-10 ans de manière absolument nécessaire, parce que les choses ne cessent de s'aggraver, il faut agir sur la prévention de manière massive et de manière régulière et s'inscrire dans, effectivement, à 5, 10 ans, 15 ans, pour avoir des résultats qui soient assez significatifs. C'est comme ça qu'on voit les choses à ce stade. Très bien, merci Nicolas. Alassane, à votre tour. Vous, en tant que porteur de risque, aujourd'hui, quels sont les leviers de prévention dont vous disposez face aux conséquences du RGA? En tant que porteur de risque, à la Banque Postale Assurance, on a des leviers qui s'offrent à nous. Le premier, c'est maîtriser l'exposition au risque. Donc, c'est le premier levier qu'a tout assureur. Mais sur ce point, se pose la question de la mutualisation. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que on peut élargir le débat. Et le deuxième point, c'est plutôt la prévention. Donc, nous, on a plutôt, avec l'ADN du groupe La Banque Postale, qui est Banque et Citoyen, plutôt travaillé sur la prévention de la sécheresse. Et pour ça, on a beaucoup travaillé en fait avec la CCR pour identifier à la fois nos clients qui sont dans des zones à risque. Donc, chaque année, on actualise une base de données qu'on communique à la CCR et en retour qui nous envoie la liste de nos clients qui sont identifiés à des zones à risque. Et nous, on envoie des mails et des emails et des messages à ces clients pour les indiquer les mesures à prendre pour faire face, les mesures de prévention à prendre pour faire face en fait à ces risques. Donc, principalement, ce sont les mesures horizontales qui ont été évoquées, qui sont préconisées aux clients. Et on renvoie aussi nos clients dans les mairies, en fait, pour voir les plans de prévention existants en deuxième position. Quel est l'impact aujourd'hui réel de la prévention sur votre sinistralité sécheresse? Est-ce que vous arrivez à la mesurer? Est-ce que c'est efficace? En termes d'efficacité, c'est difficile à quantifier. Par contre, ce qui est sûr, ne rien faire, c'est encore plus dangereux en fait. Donc, ce qu'on voit par rapport aux études qui ont été présentées, les mesures horizontales ont des impacts. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la sécheresse, c'est les mouvements de l'eau en fait. Donc, nous, on communique à nos clients les mesures à prendre pour maîtriser l'eau autour du bâtiment et on espère que ça génère une baisse de la sinistralité. Donc ça, c'est l'effet direct escompté. Et ça nous évite aussi des sinistres de deuxième génération. Le troisième point sur lequel on espère en fait un apport de ces mesures, c'est la réassurance. Parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, les réassureurs ont de moins en moins d'appétit en fait pour la sécheresse. Donc aujourd'hui, mettre en place la prévention nous permet, c'est un argument qu'on utilise envers nos réassureurs pour accepter nos risques. Très bien. Une dernière question pour conclure cette discussion. Aujourd'hui, quelles sont les mesures de conservation à mettre en place quand on est sinistré par la sécheresse? Quand on est sinistré par la sécheresse, la première des choses qu'on préconise à nos clients, c'est l'expertise pour déterminer la cause. Et la deuxième des choses, pour éviter la dégradation du sinistre, c'est plutôt mettre en place finalement des mesures plutôt horizontales, c'est-à-dire tout ce qui est couper les arbres et arbustes qui sont autour du bâtiment ou mettre en place des écrans anti-racines
Gérer l'eau, en fait, expertiser les canalisations, parce que tout ce qui est fuite d'eau, en fait, ça génère en fait une dégradation des sinistres sécheresse. Finalement, c'est protéger en fait les contours de la maison, que ce soit les eaux pluviales, en fait, la stagnation de l'eau autour du bâti, c'est ce qu'il faut éviter. Merci à tous les trois messieurs en plateau, merci à monsieur Béchade à distance et moi je vous propose de retrouver tout de suite les traditionnelles brèves autour des risques naturels. Merci à vous d'être venus en plateau et moi je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition du JT4Nat sur News Assurance Pro.